Quand on voit ce titre, traitement des pleurésies infectieuses, c'est un vrai challenge, mais c'est pas celui que vous croyez. C'est celui de le faire en 5 minutes de moins. Ceux qui me connaissent savent que je parle beaucoup, mais je compte sur Charles Hugo pour me couper au moment où ce sera nécessaire. Quelques liens d'intérêt, mais pas trop en rapport avec cette présentation, en dehors de mon adhésion forte à l'échographie thoracique. Et quand on parle de pleurésie infectieuse, on insiste toujours, mais d'abord, il faut revenir à quelques définitions parce qu'on ne sait jamais vraiment de quoi on parle. Et on mélange extrêmement fréquemment les pleurésies parapneumoniques, les pleurésies compliquées, l'ampième, les pleurésies purulentes. Est-ce que c'est la même chose? Est-ce que c'est pas la même chose? Et j'aime bien ce petit tableau qui rappelle finalement que l'entité dont on parle, la maladie elle-même, c'est la pleurésie infectieuse. Quand on parle de pleurésie parapneumonique, on parle de l'étiologie, mais on a aussi les ampièmes privitifs. Parfois, faire la différence entre les deux après 15 jours d'évolution, c'est totalement impossible. Et quand on parle d'ampième, on est dans une situation où le pus est dans la cavité, mais c'est un des stades de complication de la pleurésie infectieuse. Donc, quand on parle de pleurésie infectieuse, et ça va être un des points qui va guider toute cette présentation, c'est que finalement, on parle de choses extrêmement hétérogènes. Et parfois, c'est très difficile de lire les recommandations de la littérature et des articles, car dans les critères d'inclusion, on mélange souvent beaucoup de choses très très différentes. Alors, quand on va vouloir traiter, il faut se poser la question d'un certain nombre de risques. Il y a bien sûr, comme toute pathologie du pus dans une cavité et dans la cavité pleurale qui comprime le poumon, le premier risque est immédiat, c'est le choc septique et la détresse respiratoire, c'est la grande gravité de la pleurésie infectieuse, et bien sûr, ça justifie l'urgence de la prise en charge, et on le répétera souvent, une pleurésie infectieuse, c'est une urgence, il faut s'en occuper tout de suite. À court terme, on n'est pas dans le choc septique, mais il va y avoir le septicémisme qui va s'installer, et là, il va y avoir deux éléments fondamentaux, la dénutrition qui va être extrêmement précoce, la décompensation des comorbidités extrêmement fréquentes, on est plus de 3/4 des patients ont des comorbidités, et traîner dans la prise en charge avec ces patients-là, ça va être à peu près la certitude que ça va être long et difficile. Et puis, il ne faut jamais oublier, quand on va mettre en œuvre des manœuvres, c'est de vraiment penser à ce qui se passe tardivement, et il faut absolument faire en sorte qu'il n'y ait pas de séquelles tardives, qu'il n'y ait pas ces syndromes restrictifs, cette pachypleurie qui risque de rester. Et chaque fois qu'on va mettre en place un traitement, il va falloir aussi penser à ce risque tardif. Alors on sépare, il y a plein de classifications des pleurésies, mais on dit souvent, voilà, cette pleurésie qui est exsudative initialement, au bout de quelques jours, quelques semaines, 2 semaines, la fibrinopurulence s'installe, puis après 3 semaines, 4 semaines, l'enquistement qui s'installe. Cette évolution, elle est parfois tellement rapide qu'on ne voit pas la différence, et ces dates sont complètement arbitraires et sont souvent fausses. Je voulais juste montrer cet homme qui présente une douleur thoracique, de la fièvre, des frissons à 19h. Ça dure, il prend ces médicaments pour faire tomber la fièvre, et puis ça va pas mieux. Alors il arrive aux urgences à H8, il est en pleine nuit. Vous voyez ces images ici, il y a déjà probablement un peu la pleurésie, il y a sûrement de la pneumonie. On débute 1 heure après, et on l'a entendu à de multiples reprises, la rapidité de mise en place de l'antibiothérapie est importante, à H9, et vous voyez, il arrive le lendemain, il passe la nuit aux urgences, il arrive le lendemain en service de pneumologie, en début d'après-midi on l'examine, il a la matité complète, et on a cette image-là déjà à H9, avec cette échographie, et on est déjà dans une phase de complexité, de multicloisonnement à peine 24 heures après le début de l'évolution. La pleurésie infectieuse, c'est une urgence thérapeutique, il faut ponctionner dès qu'ils arrivent. Alors on a toutes ces classifications. En tant que travailleur de la plèvre, je garde une révérence et une admiration à Light, donc bien sûr on l'a mis en premier, cette diapo je l'ai emprunté aussi à Damien Basile qui a fait un joli topo vendredi. Et en effet, Light décrivait avec 7 classes différentes, c'est en effet un petit peu compliqué. Alors quand on me dit que c'est un petit peu compliqué, quand même, non, les pneumologues ont l'habitude de classer les maladies. La classification TNM, c'est autrement compliqué dans le nombre de choses possibles, jusqu'à 70 associations possibles, donc on est quand même capable de le faire.
Mais cette complexité, elle a l'avantage quand même de montrer qu'il y a une évolution des choses, qu'il y a des stades qui sont très différents et qu'on ne parle pas toujours de la même chose. Et alors en effet, on veut essayer de simplifier des choses, mais donc on met le pu et puis les complications et les risques évolutifs importants. Mais là aussi, c'est pas la même chose d'avoir une grosse poche de pu de 1 litre qu'on va mettre un drain et puis ça va être réglé par rapport à du pu donc de multiples logettes partout. Et donc, c'est vrai que tout regrouper dans ces compliqués donc il faut traiter, c'est finalement parfois un petit peu simpliste par rapport à des différences qui sont réelles dans les présentations. On n'a pas de recommandations françaises, on a des recommandations qui, on va dire, les plus récentes sont celles de Thorax 2010. À chaque fois je dis les plus récentes, mais ça fait quand même déjà 7 ans qu'elles ont été publiées. Et vous le savez, il y a un groupe de travail qui s'est constitué à la SPLF avec l'association de la Société de réanimation, de la SPILF, de la Société de chirurgie thoracique, de la Société française de radiologie, de la Société française de microbiologie pour essayer de faire des recommandations sur les pleurésies infectieuses, dont la commande c'est pour 2018. Alors là c'est un petit appel, un travail, on a plusieurs milliers d'articles à lire et à classer, donc tous ceux qui sont intéressés par le sujet, s'il vous plaît, n'hésitez pas à rejoindre le groupe qui est dirigé par Claire André-Jacques et Muriel Fartou, donc vous leur écrivez pour dire je suis intéressé pour venir lire les 16 000 articles de la bibliographie avant décembre de 2017. On sera très 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 content. Quand on reprend sur le principe du traitement, on pense toujours à l'évacuation pleurale. Je vais passer très très vite sur l'antibiothérapie parce que finalement, ce n'est pas vraiment le problème. C'est l'évacuation de la plèvre qu'il va falloir faire et à quel moment et quand et comment. Et ça restera une question et je suis désolé, mais d'emblée, je vous annonce que je ne vous apporterai pas les réponses, mais je vous poserai des questions. Et puis, si on se contente de ça, les malades mourront parce que si on ne traite pas les comorbidités et la dénutrition qui est précoce, ça ne se passera pas bien. Et il faudra aussi éviter les séquelles et mettre en place la kinésithérapie précoce, intense et prolongée. On va le revoir dans un instant. L'antibiothérapie, on passe vite. Les antibiotiques habituels passent bien. On couvre les germes, les principaux, les épidémiologies varient, mais ça reste largement streptocoque, pneumocoque. Quand je dis c'est adapté aux données bactériologiques et à la clinique, n'oubliez jamais quand vous drainez, quand vous avez l'élève infirmière qui tourne de l'œil à cause de l'odeur d'anaérobie qui est dans la chambre, si vous ne trouvez que du streptocoque, laissez un petit peu quand même de métronidazole, c'est quand même pas mal. Évacuer le liquide infecté, c'est une urgence. On ne diffère pas un drainage, on ne diffère pas une ponction. Le patient qui arrive le soir aux urgences doit être ponctionné le soir aux urgences. Et le choix, par contre, comment est-ce qu'on va faire? Quel drain? Comment drainer? Et bien ça, justement, c'est cette situation-là dans laquelle on va revenir aux classifications. Et quand on regarde cette classification de Light, on a finalement... on ne va pas dire un continuum, mais l'idée c'est qu'il y a une réaction inflammatoire autour du poumon, du liquide s'accumule, et puis dans la grande majorité des cas, ce liquide il va pouvoir passer. Quand je dis la grande majorité des cas, c'est quand on le recherche de manière systématique à l'échographie, on a fréquemment une petite réaction pleurale, et puis ça peut partir tout seul. Et puis, ça va s'accumuler de plus en plus, il va y avoir un passage des germes dans la plèvre, la réplication va se faire, l'inflammation s'installe et va y avoir les deux éléments qui vont évoluer en parallèle mais à des vitesses différentes. D'une part, la réaction du corps avec la purulence et d'autre part, la réaction aussi inflammatoire majeure qui va aboutir au multicloisonnement sur la coagulation de la fibrine. Et plus c'est évolué, plus c'est compliqué, plus c'est difficile, et donc il faut vraiment, là encore et encore, arriver le plus tôt possible pour éviter d'être dans ces situations de plus en plus compliquées. Alors parfois, on est dans des situations qui sont un peu difficiles. Quand on pose la question au début, oui, mais on ne va pas mettre un drain, c'est un petit peu de liquide, on se contente d'évacuer tout ça. Je vous rappelle que quand on fait tous les gestes sous guidage échographique, on diminue le risque et dans les recommandations de la BTS de 2010, il y avait cette phrase, l'écho est fortement recommandé avant tout geste pleural. Puis j'aimerais quand même souligner ça, c'est que quand on réfléchit au drain, on réfléchit à un rapport bénéfice-risque, et en effet on a toujours un peu peur de mettre le drain là où il ne faut pas, ou d'avoir des difficultés de gestion du drain. Je vous rappelle que l'écho permet d'augmenter ce rapport bénéfice-risque de manière majeure en diminuant le risque avec cet éco-guidage.
Juste un point qui me tient à cœur toujours. Je vous invite vivement à lire ce petit article de Strasard qui fait le rappel des recommandations sur les bonnes pratiques d'anesthésie locale. On a des patients fatigués, douloureux, qui sont pas très très bien. Si on rajoute de la douleur provoquée, induite par les soins, c'est pas bien. La mise en place d'un drain, c'est douloureux. Et quand on fait une bonne anesthésie locale, ça permet de le mettre sans douleur. C'est un élément de confort, soit, et de sécurité. Si on fait mal, on n'est pas au bon endroit. Donc ça, c'est extrêmement important. On va drainer. Qu'est-ce qu'on va mettre comme drain? Un gros, un petit. Le combat continue. On croyait que la chose était réglée quand on lit les résultats de MIST. MIST était la grande étude fibrinolyse contre placebo de Maskell en 2005 sur le groupe collaboratif anglais. Et quand Raman avait repris les évolutions en fonction de la taille du drain, on ne voyait pas de différence. La seule grosse différence, c'est que quand on met un petit drain, c'est moins douloureux. Mais par contre, et on le souligne régulièrement, quand on a un petit drain, il y a des obstructions et des placements plus fréquents. Donc il faut absolument avoir des protocoles de prise en charge de ces drains en même temps. Mais c'est peut-être pas si évident que ça, parce qu'on dit la taille ne compte pas. Mais quand même, quand on regarde certaines études, il ne faut pas faire ça, mais je le fais quand même, quand on regarde un certain nombre d'études et qu'on voit des différences dans les résultats, MISTO, c'était une étude de fibrinolyse contre placebo, on a quand même seulement 12% d'échecs, donc une étude positive. MIST, il n'y avait pas de différence, 30% de patients qui allaient à la chirurgie. Hooper sur les lavages, vous voyez que le lavage était efficace, on en reparlera tout à l'heure, mais il y avait 47% de prise en charge chirurgicale. Et finalement, quand on regarde la différence, eh ben, la taille du drain est aussi un des éléments. Et donc finalement, il y a plein d'éléments confondants qui font dire que on ne sait toujours pas très très bien lequel il faut mettre. Est-ce qu'il faut faire de la fibrinolyse? C'était dans les 39 recommandations de la BTS, il n'y en avait que 2 de grade A. L'une d'entre elles, c'est il ne faut pas faire de la fibrinolyse pour tout le monde. Et en fait, probablement, on va le revoir dans un instant, la fibrinolyse est utile, on ne sait toujours pas à qui. On avait cette grande étude de Maskell qui pliait le débat en disant, voilà, 412 patients du randomisé, pas d'effet de la fibrinolyse. C'est plié, on ne fait plus de fibrinolyse, mais ce n'est pas si évident que ça. On continue les études, et vous connaissez tous celle de MIST2 sur TPA plus DNase contre TPA seul et contre DNA seul et contre placebo. L'objectif principal était l'amélioration radiologique, donc sur l'objectif principal, c'était bien sûr RTPA DNase, mais quand on regarde plus spécifiquement le recours à la chirurgie, en effet, c'est ça qui sort de manière statistiquement significative. 4% des gens dans ce groupe-là, c'était une étude, il y avait à peu près 200 patients, donc chaque groupe, c'était une quarantaine. Et c'est statistiquement différent du placebo, donc il faut faire ça. Mais vous voyez juste à côté, 6%, il y a un malade d'écart. Et en effet, comme c'est une étude avec seulement 40 patients par groupe, on n'a pas la puissance statistique entre les deux, mais clairement, il n'y a pas de différence. Donc il y a peut-être quand même une place, mais pour qui, c'est toujours la grande question. Et sur cette fibrinolyse, finalement, on continue à travailler dessus, et dans une méta-analyse de 2014 qui intègre MIST1 de Maskell et ces autres études, on voit ici, quand on connaît les méta-analyses, ce petit losange qui ne touche pas la ligne veut dire qu'il y a un effet positif de la fibrinolyse. Donc, c'est probablement utile. Il ne faut pas le faire pour tout le monde. On ne sait absolument pas qu'il faut le faire. Et puisqu'il n'y a que la fibrinolyse, non, probablement pas. Cette jolie étude de Hooper, c'était seulement 35 patients. C'est que des petits drains du 12 French. Et puis finalement, on met et on fait des lavages, 250 ml 3 fois par jour. Et vous voyez cette différence franche entre le groupe qui n'a pas de lavage, 47% va à la chirurgie, le groupe qui a le lavage, il n'y en a que 11%, c'est-à-dire que quand on lave la lèvre, ça marche bien. Est-ce qu'il faut faire des lavages, pas des lavages? Par rapport à la fibrinolyse, pas la fibrinolyse? Pas de réponse. Donc finalement, fibrinolyse, lavage, drainage simple, on ne sait toujours pas très bien. Par contre, impérativement, il ne faut pas retarder le traitement chirurgical si la situation se dégrade. C'est une urgence, il faut aller vite, il faut tout faire vite, il faut évaluer vite. Si on n'a pas de contrôle infectieux malgré le drainage à l'antibiotique, il faut discuter la chirurgie, et c'est rapidement. Il ne faut pas traîner 15 jours, 3 semaines avant de discuter avec les chirurgiens. Si on contrôle les choses, une fois qu'on a mis en place le traitement local, on doit contrôler les choses dans les 5 à 7 jours. Si ce n'est pas contrôlé, on doit discuter avec les chirurgiens rapidement. Et j'ai pris ces images du docteur Valentine Anne, chirurgienne à Metz, qui fait le plaidoirie pour qu'on aille vite. Vous voyez, quand on est à 5 jours d'évolution, il y a du pu, on reconnaît le poumon, on reconnaît la paroi. Quand on est à 15 jours, il faut savoir où on est pour reconnaître le poumon et la paroi. Et quand on est à 1 mois, c'est l'horreur. Personne n'aime ça, pas le patient, pas le chirurgien, pas le pneumologue, personne. Il faut aller vite si on veut être efficace. Laisser traîner une pathologie infectieuse, c'est jamais bon.
Le taux de succès, 86%, on aurait pensé que c'était 100%, mais là encore, les délais d'action, de la VATS étaient très variables. Et puis, la place de la pleuroscopie. La pleuroscopie, c'est un acte médical. Ça se fait sous anesthésie locale, sous neuroleptanalgésie, en ventilation spontanée, une porte d'entrée pour des patients plus fragiles qui ne seraient pas recours à la chirurgie. Et en fait, ça peut tout à fait avoir une passe de manière très précoce devant un cloisonnement. Encore un joli film de Philippe Astoul qui permet d'aller enlever, de décloisonner, de rendre une cavité libre et de mettre un drain dedans. Il y a sûrement une place, laquelle, c'est encore difficile à dire. Et donc finalement, quelles indications, quelles études? Et finalement, c'est toujours un peu difficile. Là, ce n'est pas des réponses que je vous apporte, mais vous avez vu, on réduit tout à une pleurésie compliquée. Et je pense qu'il faut avoir une réflexion un peu linéaire des choses. La première chose, c'est que si on a un arbre décisionnel qui a de multiples bras, ça ne marche jamais. Et il faut avoir un arbre décisionnel avec des questions en étapes. Moi, ce que je pense, c'est que bien sûr, quand on a le choc septique et l'insuffisance respiratoire aiguë, c'est le drainage rapidement. Il faut sauver les gens, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de discussion. Le cloisonnement. Et en fait, la première étape, c'est est-ce qu'il y a ou pas des cloisons? Et là, on a l'échographie dans la main, on le voit immédiatement. C'est la première information qu'on a de manière très très simple. Il faut drainer, c'est sûr. Et puis, est-ce qu'il faut faire quelque chose? Et il faut faire quelque chose, plutôt. Il faut sûrement faire quelque chose. S'il y a un cloisonnement, ça ne marchera pas tout seul, c'est une évidence. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Fibrinolyse, lavage, la logique, il ne faut pas oublier que la fibrinolyse a été créée pour décloisonner dans les cloisons. Ce qui est rigolo, c'est que dans les études sur la fibrinolyse, l'information sur le cloisonnement ou pas le cloisonnement disparaît. Dans l'étude de MIST, on ne sait pas si les gens avaient un cloisonnement ou pas, ce qui est quand même assez incroyable. Et là, il y a probablement une place de pleuroscopie précoce, mais là encore, sans retarder la prise en charge. S'il faut attendre 3 jours le bloc pour pouvoir avoir la pleuroscopie, c'est hors de question. Il faut faire les choses rapidement. On ponctionne, c'est du pus franc. On est dans l'ampième. Et bien là, on draine. Et là, qu'est-ce qu'il faut faire? Et bien c'est probablement là où il y a ce liquide épais, visqueux, difficile, les lavages, sûrement. La DNase avec la fibrinolyse, peut-être. Mais vous voyez, on est dans des idées peut-être différentes et il ne faut peut-être pas mettre tout dans le même contexte. Quand c'est abondant, et là l'abondance, on a parlé rapport bénéfice-risque, jusqu'à quel point c'est abondant. Chez nous, tout est éco-guidé. La pleurésie qui nécessite une action est drainée, parce que les drains, c'est simple, c'est rapide, c'est efficace, ça rapporte gros, ça vide la plèvre. Et n'oublions jamais, la plèvre, ça va bien quand elle est vide. Et parfois, un petit peu de liquide, ça empêche la réexpansion du poumon, parce que la mécanique ventilatoire disparaît. Et puis, quand on décide de ne rien faire, il faut les surveiller de près parce que ça va évaluer vite. On a une jolie étude en cours avec Youssef Douadi de Saint-Quentin sur les échos quotidiennes devant les pneumonies. Ça peut aller très vite en faisant les échos tous les jours. D'un jour à l'autre, on peut avoir d'un seul coup les cloisons qui arrivent et on ne se dit pas, tiens, il y a une petite pleurésie, je la recontrôle dans une semaine. Non, on fait des échos quotidiennes pour réagir immédiatement. Et si on a une discussion médico-chirurgicale, c'est rapide. Donc je vais passer vite sur les dernières. La prévention de la maladie thromboembolique, c'était assez rigolo, c'était une des seules recommandations de grade A des recommandations de la BTS 2010. Il faut traiter les comorbidités. Dans MIST, 75% des patients avaient des comorbidités. Il faut les prendre en compte. Si vous drainez, que vous traitez le patient, mais que vous avez complètement oublié de traiter son insuffisance cardiaque ou sa BPCO, c'est compliqué. Et la dénutrition, elle est précoce. On se fait régulièrement avoir. Le gars de 40 ans qui vient avec les 42 fièvres et la pleurésie multicloisonnée, en 3 jours, il a l'albumine qui a chuté, la préalbumine qui est à 0. Et quand vous discutez de la chirurgie, il est déjà dans une situation qui est compliquée. La place de la kinésithérapie, eh bien je pense moi qu'elle est précoce, intense et prolongée. Alors en Norectorc, il n'y a pas de preuve, et je reprendrai les mots de mon patron, le professeur Housset. L'absence de preuve n'est pas la preuve de l'absence. Et vous voyez, chez moi, voilà, à Gien du Drain, on se balade dans les couloirs. En effet, c'est un petit peu lourd autour de ça, mais une fois qu'ils ont fait leur balade, ils ont faim en plus, donc c'est très très bien. Donc en conclusion, rappelez-vous, c'est une urgence thérapeutique. Plus on arrive tôt, moins on aura à se poser des questions sur des gens qui ne vont pas bien. Cette petite aphorisme de le soleil ne doit jamais se coucher sur une pleurésie parapneumonique. Il faut agir vite. Le choix du traitement, à mon avis, est clairement en fonction du stade. Et entre cloisonnement et pus, je pense que ce n'est pas la même chose. Et je pense que dans les travaux à venir, il faut être plus précis sur ces définitions. Il faut être précoce et agressif, mais pas retarder le moment de la chirurgie, ne pas y aller trop tard. Et nourrissez vos patients. Je vous remercie.